Voilà, il est 19h02, donc si vous en êtes d'accord, nous allons démarrer ce conseil communautaire. Tout d'abord, je vous remercie toutes et tous de votre présence. Je rappelle que depuis le 14 mars, on peut à nouveau se réunir dans ces lieux. Peut-être qu'on pourra laisser, il ne fait pas trop mauvais, on pourra peut-être laisser la porte ouverte ou quoi. Mais la clim, je m'en fous un peu. J'ai le sentiment que le Covid commence tout doucement à faire son retour. Donc de laisser une aération, c'est peut-être pas plus mal. Je peux que vous appeler à rester vigilants. C'est vrai qu'en cette période à la fois festive et de beau temps, on a tendance à oublier quelques règles essentielles. Alors que si on regarde un peu la presse, ça reprend de plus belle. Donc nous retournons également aux règles antérieures. Donc au niveau du quorum, c'est la majorité des membres en exercice présent et chacun ne peut être porteur que d'une seule procuration. C'est le prochain, ça. Aujourd'hui, c'est encore... Ah, aujourd'hui, c'est encore deux, pardon. À partir du prochain, ça sera plus qu'une seule procuration, sauf s'il y a un contre-ordre d'ici là. Cette séance, même si elle comporte un certain nombre de points, le point essentiel concernera les échanges que nous aurons dans le cadre du SMITU. Nous pensions également devoir faire un conseil communautaire d'ici une dizaine de jours, mais ce n'est pas le cas parce que nous aurions dû voter normalement le SPIC. Et je pense que comme nous n'avons pas reçu les chiffres et l'ensemble des données, il y aura sûrement une prolongation jusqu'en septembre et donc nous devrons, début septembre, nous retrouver. Je rappelle que ce soit au niveau des communes, et vous avez sûrement délibéré sur la même chose, mais vous avez au pire des cas jusqu'au 30 juin pour le faire. Il y a les nouvelles mesures de publicité. Donc les communes de moins de 3500 habitants, vous aviez jusqu'au 30 juin pour pouvoir vous positionner et savoir si vous vouliez dématérialiser les données ou si vous souhaitiez les garder en mode papier. Oui, et si vous ne prenez pas de délibération, ça sera la dématérialisation. Nous devions normalement ce week-end avoir la rencontre élus personnelle le samedi matin, mais devant le très peu nombre et d'élus et de personnel présents, mais surtout d'élus à ce stade, il y a l'association des maires ruraux et tout ça, ça a été décalé au 3 septembre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. On a ouvert à différents sports autres que le volley. Il y aura de la pétanque et du baby-foot aussi. Voilà. Mais je pense que la pétanque doit permettre à tout le monde de jouer. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Si ça avait dû avoir lieu samedi, il n'y avait que 4 personnes. Ce qui faisait vraiment pas beaucoup. Le préfet, je vais avec les vice-présidents rencontrer le préfet mercredi 6 juillet. Ça sera l'occasion d'aborder avec lui les différentes problématiques qui traînent depuis un bout de temps. Donc aussi bien les problématiques sur la citadelle à Rodemack que des problématiques en matière d'avancer sur nos ZAC, etc., etc. Voilà, donc cette rencontre aura lieu le mercredi 6 juillet. Je vous rappelle également qu'un certain nombre de manifestations vont avoir lieu. Donc Mikado, Cap-sur-l'Eau,
du 11 au 29 juillet. Le 15 et 16 juillet, il va y avoir le concert de feu par les commandos Percu qui vont se passer au Stade des Carrières à Étanges-Grande. Le 20 août, à Entrange, une projection de cinéma et c'est le film Rabbi Jacob. Le 9 septembre, également du cinéma en plein air et c'est Les Intouchables. Le 16 septembre, le Tour de Moselle qui partira de Zoufgen et arrivera à Volmerange-les-Mines. Au même moment, il va y avoir une compétition importante au stand de tir à Volmerange-les-Mines. Donc on est en train de regarder avec David et les services pour faire de cette journée un moment sportif et festif. Et le 17 et 18 septembre, donc ça c'est le samedi et le dimanche, ça sera le week-end des Journées du patrimoine. Vous avez été tous, normalement, à votre place, vous allez tous trouver un petit pot de miel en provenance directement de nos ruches. Je pense que vous avez tous signé la feuille de présence et donc le quorum est atteint. Et il nous faut désigner un ou une secrétaire de séance, mais comme Madame Déborah Langmar est présente, est-ce que vous souhaitez assumer ce poste de secrétaire de séance? Je vous remercie. Donc ce conseil communautaire est officiellement ouvert. Je voulais aussi vous dire que nous n'avons toujours pas de retour du ministère de l'Intérieur concernant la gendarmerie. C'est un sujet qui sera également abordé avec Monsieur le Préfet le 6 juillet. Nous avons, comme beaucoup, quelques tensions en matière de recrutement, et notamment en matière de recrutement de maîtres nageurs. Ce qui nous oblige à fermer des créneaux de la piscine. Donc, la piscine va être ouverte tous les jours de 11h à 19h. Comment ? Et fermé le lundi. Et voilà, tous les jours de la semaine, sauf le lundi où elle sera fermée. Voilà. C'est un peu un contre-cœur, mais vous avez vu que dans le Républicain Lorrain, et j'en profite pour saluer M. Correa qui représente le journal, il y a quelques jours, il y avait un article qui évoquait les mêmes problématiques. On a également un peu de tension sur les chauffeurs poids lourds. On en avait il y a quelques jours sur les rippers. Ça, des recrutements sont en cours ou ont été faits et ça va donner un petit peu d'air. Mais voilà, aujourd'hui, sachez que c'est un peu compliqué. Au moins sur ces 3 postes-là. Le projet éolien, et suite à un courrier que nous avons reçu aujourd'hui de la préfecture, on peut dire qu'il est quasiment terminé. Alors on va encore essayer de poser différentes questions, mais on nous a répondu que en lien avec des problématiques d'aéroport, enfin non, de vol civil et militaire, l'implantation d'éoliennes sur les sites qui étaient éventuellement identifiés, c'est-à-dire au-dessus de Volmerange-les-Mines, au-dessus d'Écherange et sur une partie sur le territoire de Rochonvillers, ce n'est pas possible. Voilà. Bon, ça c'est la réponse officielle. Est-ce que derrière, c'est pour éviter de rouvrir le dossier des mines qui sont aussi en dessous? Peut-être. Voilà. Mais en tous les cas, ce dossier est définitivement terminé.
Du 5 au 7 octobre, à Bordeaux, il va y avoir la convention au niveau des intercommunalités. L'ordre du jour vous sera adressé. Si certains voudront s'inscrire et partir les 3 jours ou les 2 jours là-bas en formation, parce qu'ils seront intéressés avec les thématiques qui seront proposées, eh ben, vous pourrez vous inscrire. Voilà un peu les infos pour les jours à venir. Dimanche, il y avait la fête médiévale à Rodemack, et il y avait également la fête du sport sur Étangerons. Je pense que la fête du sport devra, on en a parlé rapidement avec David, devra être pérennisée et, à mon sens, devra monter en puissance. Je pense que c'est un beau moment. Il faudra peut-être aussi choisir d'autres périodes que les périodes de fêtes scolaires, de fin d'année au niveau des écoles. Voilà. Donc ça, on va réfléchir là-dessus et de faire en sorte de mieux identifier terre de jeu, Paris 2024 et autres. Là, c'était une première, c'était un beau lancement et c'était aussi la rencontre humaine avec un super champion olympique pour ceux qui étaient là et qui ont pu le croiser. Voilà, c'était un beau moment et j'espère que chacun à l'avenir contribuera à faire en sorte que l'ensemble des manifestations communautaires puissent continuer d'évoluer. Donc si vous le voulez bien, on peut commencer à aborder les différents points. Le point numéro 1 concerne l'approbation du compte-rendu de la séance du Conseil communautaire du 12 avril. Vous avez été destinataire de ce compte-rendu. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je vous remercie. Les points 2, 3, 4 et 5 concernent des décisions que j'ai prises dans le cadre de mes délégations ou que le bureau a pris dans le cadre de ses délégations. Est-ce que par rapport à ces rapports, vous avez des questions? Pas de questions. Je vais passer la parole à Roland concernant le SMITU. Monsieur le Président, merci. Chers collègues, merci. J'ai l'honneur d'aborder ce sujet du SMITU, de la mobilité. Et vous allez comprendre, et je le dis, ce n'est pas un exercice facile pour moi, dans la mesure où je suis le représentant de la mobilité au sein de l'intercommunalité, mais j'occupe également ce rôle au sein du SMITU. Et pour certains, vous pouvez le savoir, je suis aussi ce qu'on appelle le remplaçant ou le suppléant de Patrick Weiten au département. Et donc, c'est un exercice qui va me demander de l'habilité, mais qui ne me pose pas de problème de conscience, parce que je dirais que c'est un sujet important, un sujet délicat, un sujet qui fait débat et qui nous oblige à nous tous, élus, d'aborder ce sujet simplement parce que nous avons vocation à défendre notre bassin de population. Alors, porteur du projet BHNS sur Thionville, je me suis toujours attardé, au moins pendant les 6 premières années, à visiter l'ensemble des communes parce que je ne souhaitais pas qu'un élu découvre un jour ou l'autre une information tronquée ou vraie sur ce projet qui, rappelons-le, a vocation à améliorer le service sur le Val de Fensch et sur le pays thionvillois, avec des cadencements et des amplitudes horaires qui vont de 5h du matin jusqu'à 23h. Je vous parle là du pays thionvillois et du Val de Fensch essentiellement, de 2 agglomérations qui auraient vocation un jour ou l'autre à se réunir, ce qui pourrait y avoir provoqué des répercussions sur
sur la logique d'influence au sein de l'appareil qui gérera la mobilité, le SPITU ou l'agglo, puisqu'automatiquement ça entraînerait une diminution de représentation des communes dites isolées ou des collectivités moins importantes, donc avec moins de représentants. Et je vous le disais, nous, sur notre bassin de population, nous avons 70% de notre population qui travaille de l'autre côté de la frontière. Chacun de nous est concerné par ces problématiques et également par l'évolution environnementale. Alors on a fait un choix dans le caractère même de la loi LOM du 24 décembre 2019 de prendre cette compétence et de la prendre par substitution également aux 6 communes historiques du SMITU. Je ne souhaite pas en oublier, mais je vais les citer, à commencer par Volmerange, Canfen, Entrange, Écherange, Étanges-Grande et Cattenom. Ces 6 communes ont toujours un lien étroit avec le SMITU parce qu'elles assurent un service, souvent au profit d'ailleurs de populations qui ne sont pas seulement de leur commune. Derrière, il y a le rôle de l'intercommunalité. Et sur ce sujet ô combien important, puisque, en fin de compte, si on se souvient de notre introduction dans notre nouveau mandat, le président Michel Paquet disait que nous devions aborder ce mandat comme un mandat plein d'énergie, plein de vocation et un mandat de travail. Et la mobilité était déjà dans la tête de tout le monde, mais on ne savait pas l'évolution. Et nous avons été invités à prendre des décisions dans ce domaine. De cet enjeu central pour les habitants et la population du territoire, il existe principalement parce que, je le disais, 70% de nos gens travaillent, de nos populations travaillent de l'autre côté de la frontière, et la congestion que nous connaissons vient également du Val-de-Fensch, de Porte-de-France, mais de tout ce qui se passe sur le pays du Nord-Mosellan, on va dire à partir de Mandelange essentiellement, mais aujourd'hui on peut remonter sur Metz. Alors, on a décidé de prendre cette compétence et la communauté de communes est devenue membre du SMITU, en représentation, je le disais, de substitution aux 6 communes. Aujourd'hui, il y a un paradoxe, c'est une particularité, puisque le territoire est coupé en 2. 6 communes adhérentes et qui bénéficient d'un service, et 16, puisque Cons et Haute-Cons ont intégré l'intercommunalité, il convient de ne jamais les oublier, qui n'ont pas aujourd'hui de service. Michel Paquet également a répété à plusieurs reprises que même si on adhérait au SMITU, il n'était pas question non plus de penser que dès le départ, nous pourrions aborder les choses avec un service le lendemain matin. La gestion de la mobilité sur un périmètre, sur un territoire, sur un bassin de population est difficile à gérer, d'autant plus, vous le voyez, avec l'évolution des prix énergétiques, et puis de l'autre côté, par des difficultés accrues de recruter des chauffeurs. Problème qui se déroule partout en France, mais particulièrement sur notre territoire, puisque Metz connaît les mêmes problèmes. Un déficit de chauffeurs entraîne automatiquement un déficit de services. Ce sont des choix. Le préfet lui-même et la préfecture considèrent comme fragile la situation actuelle. Donc, la communauté de communes, avant de venir vers vous, a bien évidemment entrepris des démarches. Elle a sollicité les services d'un cabinet d'avocats qui a fait un diagnostic, une expertise assez pointue. Les élus représentant l'intercommunalité au sein du SMITU ont eux-mêmes défendu souvent, parce que c'est les plus présents d'ailleurs. Le paradoxe est là également. Vous avez les 2 grandes agglos qui sont les 2 témoins maîtres du dossier, et avec beaucoup d'absentéisme. Et les communes dites isolées et les collectivités plus petites, elles sont très présentes et défendent les intérêts collectifs de leur bassin de population. Là aussi, vous allez comprendre
Parce que quand on décide le BHNS à 200 millions d'euros, l'investissement se fait essentiellement sur le Val de Fensch et sur le bassin de vie de Thionville, rive droite, rive gauche. Structure, itinéraire routier, ouvrage d'art, c'est tout ce secteur-là qui est alimenté avec des cotisations qui sont les nôtres. Les élus de l'intercommunalité, je pense à Michel Erga, à Denis Bord qui n'est pas là, mais à Bernard Zenner, à Maurice Lorenz, on a toujours pris la parole, on a gagné souvent pour dire qu'il y avait une forme d'injustice. Alors on a réévalué également le kilométrage. Quand le SMITU considérait qu'il fallait baisser à 3 300 000 km automatiquement, la seule commune d'ailleurs qui avait pris une décision, c'était le conseil municipal d'Étanges-Grande qui s'était opposé à cette mesure et qui avait même refusé de cotiser. Pourtant j'en suis le vice-président. J'avais dit dès le départ qu'à 3 300 000 km, nous allions dans le mur et que sur le bassin de population-là, il fallait considérer un intérêt à 4 millions de kilomètres pour assurer un service minimum, en privilégiant essentiellement le service scolaire. Très rapidement, avec la rentrée ratée de 2020, nous sommes revenus à 4 millions de kilomètres, mais cela entraîne des coûts. Des coûts. Autre problème qui intervient aujourd'hui, de par le caractère même de la loi LOM, c'est les obligations que la loi impose en changement de motorisation. Et pour rendre viable un service, bien sûr, il faut observer à la fois le nombre de kilomètres, à la fois le nombre d'usagers, et puis également l'évolution des prix du coût des énergies. À l'heure actuelle, aujourd'hui, tous les transporteurs sont déficitaires. Mais quand on a tiré l'attention, et maintes et maintes fois nous l'avons dit, nous on souhaite des évolutions sur notre bassin de population en direction des frontières, d'un côté de la Moselle en direction plutôt de Cattenom à Mandorf, de l'autre côté entre Étanges-Grande et Frisange, Évranges-Frisange, et de l'autre côté entre Étanges-Grande et Volmerange, avec des haltes ferroviaires qui ont besoin d'être desservies. Michel Paquet a repris également la parole plusieurs fois lors de réunions avec nos interlocuteurs et avec Roger Schreiber en lui disant il n'est pas normal qu'avec le versement transport, j'arrondis au chiffre supérieur, vous prenez 2 millions d'euros et qu'aucun investissement n'est fait sur notre territoire. Et je vous rappellerai un élément probant également que j'aurais peur d'oublier. À l'horizon 2031, le SMITU est appelé à trouver 100 millions d'euros. Je ne me trompe pas, hein, je vous dis bien 100 millions d'euros. Les 100 millions d'euros, il faudra aller les chercher dans les collectivités membres. Et toujours avec la même impression de ne pas bénéficier de services. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas prévenu, sensibilisé les deux présidents d'Interco, des agglos, du Val de Fensch et de Thionville. Je les ai même vus, puisqu'ils remettaient quelque chose. C'est des gens courageux, vous savez. Ils ont beaucoup de courage. Et dernièrement, j'étais au conseil départemental, je les voyais à 3 mètres de Patrick Weiten, qui était là, hein, je les ai pas pris. Le dialogue était bien sûr charmant, courtois. Et je leur disais, mais le président du département est là. Quand il n'est pas là, vous dites qu'il faut le voir. Quand il est là, vous profitez-en. Ils se sont trompés de direction. Ils sont allés à déjeuner à Esch-sur-Alzette, chez leur homologue. Et ils n'ont pas parlé au président du département. Comme ils n'ont pas répondu aux attentes de l'intercommunalité. Ne répondant pas aux attentes de l'intercommunalité, les questions qui se posent aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on doit continuer à donner de l'argent important, des sommes importantes et des contributions importantes qui ne bénéficient pas à notre secteur. Je pense que chacun a pu répondre, puisque en réunion des maires, Michel Paquet a pris la précaution de vous tenir informé des différents scénarios qui étaient posés, et vous avez été sensibilisés à ces problématiques.
Donc, dans ce prolongement, je disais également que de cette configuration, la préfecture qualifie la situation juridique de fragile. Et elle propose un délai d'1 an à compter de la prise de compétence pour mettre fin à cette configuration, avec une optique d'un positionnement à l'égard du syndicat. La CCCE a mené donc différentes démarches. Le recours à un cabinet d'avocats, l'échange avec le SMITU pour solliciter diverses améliorations à hauteur d'une contribution qu'on pourrait qualifier de 600 000 €. Parce qu'en fait, quand ce versement transport de 2 millions, c'est 1,8 million, plus la contribution des communes qui est appelée à augmenter, si on touche aux 2 millions, nous on demande 600 000 € d'investissement ou d'amélioration du service sur notre territoire. À ce jour, malgré des réunions répétées, nous n'avons pas eu de réponse. Là aussi, on aurait pu attendre un autre regard, une bienveillance. Il n'y a pas eu plus de demandes de rendez-vous par nos interlocuteurs ou de propositions de rendez-vous. La participation active au sein du SMITU, vous pouvez vérifier avec tous les élus représentant la communauté de communes, elle est réelle. Et d'ailleurs, vous avez pu voir dans le Républicain Lorrain de dimanche un article qui était simplement repris suite au comité syndical de la semaine dernière par rapport à des propos qui ont été dits sur lesquels on n'a rien à dire. D'ailleurs, il n'y a pas de secret puisqu'on est là aujourd'hui. Quelles sont les options? Aujourd'hui, il y a 2 options qui ressortent. L'adhésion au SMITU pour l'ensemble du territoire représente des avantages, c'est évident. L'optimisation des coûts et des moyens, l'optimisation de la recette du versement mobilité, mais elle représente la poursuite d'actions mobilité ciblées par la CCCE. On les a ciblées, ces actions mobilité, à plusieurs échelons. On peut parler des mobilités douces, mais on parle également de la caractéristique même du transport collectif en direction du Luxembourg, sur lequel il faut bien également différencier l'intention du département avec son projet de voie privilégiée pour les bus en direction du Luxembourg. Ce n'est pas le BHNS qui se raccroche à Thionville. Mais il y a des risques également on se doit de vous les donner. Dans sa configuration actuelle, une offre de transport insuffisante, très difficile à étendre sur tout le territoire des 22 communes. Donc l'offre de transport, effectivement, proposée par le SMITU, se dégrade. Et je pense même qu'elle va continuer à se dégrader. Je vous le disais, particulièrement par l'absence de chauffeurs, par l'absentéisme au sein du transporteur et par les difficultés de recruter. Et même quand le transporteur forme, les chauffeurs vont très rapidement derrière au Luxembourg. Ça, c'est pas prêt d'être résolu. Après, soyons également courageux. Un transport collectif, pour être efficace, doit être étudié. Et il faut éviter de tourner à vide également. Les bus qui tournent à vide, c'est contraire à l'agenda 21 et à la politique environnementale de l'avenir à l'horizon 2036. Aujourd'hui, l'autre risque et difficulté, c'est les contributions qui ne cessent d'augmenter. Je vous parlais de la recherche de 100 millions à l'horizon 2031. Il n'y a pas de secret. Elle se fera peut-être sur une partie sur l'achat des billets par les usagers, mais elle se fera essentiellement par une augmentation de la facture des collectivités. Et puis aujourd'hui, la situation du SMITU, alors c'est pas nouveau, elle est délicate. Elle est délicate. Les élus sont peut-être quelquefois aussi fautifs, on est tous fautifs, parce que on dit qu'elle est délicate, mais on demande toujours plus de services. C'est un cercle vicieux. Sur le coût du projet BHNS, je parle de 200 millions, en rajoutant quand même qu'avec les nouvelles motorisations, on parle également d'un nouveau dépôt à Florange, ce qui est obligatoire. Hein. Aujourd'hui, le dépôt proposé est indécent. C'est un dépôt qui date d'une autre époque, et il a plutôt l'image de Germinal que des temps modernes avec les nouvelles motorisations.
Les ouvrages d'art également, vous voyez bien les prix qui vont à la hausse. Mais par contre, de l'autre côté, la Banque européenne d'investissement qui soutient le projet ne le soutiendra que si les comptes ne sont pas dans le rouge. J'allais dire s'ils sont ouverts. Et pour qu'ils soient ouverts, il faut une forte contribution des collectivités. Forte contribution qui ira sans doute, Cattenom ne passera pas à côté. Et les communes membres non plus. Et toujours pour aucun investissement sur le territoire. Le risque institutionnel, je vous en ai parlé également, il sera développé ultérieurement et il sera abordé avec le préfet à partir du moment où il aura connaissance de la décision de ce soir sur laquelle je ne veux pas anticiper. Mais je vous parlais également de la deuxième option, du retrait du SMITU. Les avantages, c'est que vous retrouvez une forme de liberté, vous provisionnez de l'argent et c'est la mise en œuvre d'une politique mobilité sur mesure par rapport à notre bassin de population, par rapport à un territoire, et conformément à l'esprit de la loi d'orientation des mobilités. Je rappelle que le principe de base de la loi LOM, c'est qu'il n'y ait pas de rupture de territoire et de déficit de services. C'est marqué dans les textes, elle englobe cette vision, et aujourd'hui, par contre, on a une coupure entre la grande agglo et le monde rural. On ne part pas non plus à l'aveuglette dans un décor. On peut imaginer qu'on pourrait travailler avec des collectivités voisines qui ont le même état d'esprit que nous et qui ont le même espace de vie que nous et quasiment les mêmes populations. Et on s'est inspiré lors d'une visite en Picardie d'une intercommunalité qui représentait une centaine de communes, 102 communes exactement, qui allait de 100 à 2500 habitants, vous voyez, et qui avait pris la compétence et qui assurait le mode de transport sur son territoire à la satisfaction de tout le monde. Alors, est-ce que c'est possible de calquer un modèle de ce type sur notre territoire? J'en suis pas sûr, mais c'était intéressant de voir. Par contre, il y a des suppressions. Il faut se poser des questions. Est-ce que le transport du dimanche, avec des bus à vide, est nécessaire? C'est les questions qu'on pourrait se poser. On parlera également chez nous, je vous ai parlé des études qui sont lancées et de la création de la voie dédiée, mais on peut surtout parler aussi d'une garantie, si on prenait cette compétence, d'une continuité du service à nos populations. Un détail aussi entre bus et car. Un détail aussi sur lequel on pourrait vous intriguer en disant qu'on n'a pas le droit de faire du service sur Thionville et de développer. On a le droit de se servir des arrêts de bus présents. La réciprocité est vraie de l'autre côté. Et puis, les possibilités de nouvelles collaborations, je vous en ai parlé. Je ne voudrais pas non plus être trop pressé, mais il est probable que d'autres collectivités voisines s'intéressent au modèle qu'on pourrait développer. On a quelques réponses dans ce domaine, quelques idées, sans doute à travailler conjointement. Ça vous montre également qu'on ne part pas à l'aveuglette, on n'est pas les mauvais soldats d'un syndicat qui est malade, mais qui fait preuve aussi de nombrilisme. C'est quelquefois insupportable. Tout ça ne devait pas arriver si on avait été entendu ou écouté avant. Normalement, il y a une autorité qui organise le transport sur un bassin de vie, et cette autorité, c'est le SMITU. Celui qui veut éventuellement gérer, il n'a qu'à prendre les responsabilités. Je pense aux deux autres présidents d'agglo, du Val-de-Fensch et de Porte-de-France. Plutôt que de travailler dans des organismes qu'on continue à créer et qui ne servent à rien, ils n'avaient qu'à prendre la tête du SMITU. Parce qu'en fait, c'est des circuits parallèles qui sont les véritables circuits de décision. Je ne cherche pas à affaiblir le président actuel, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Donc les possibilités de nouvelles collaborations, nous devons les travailler. Les risques, les difficultés, c'est les modalités administratives de sortie d'un organisme tel que celui-ci. Bien évidemment, vous pensez bien
qu'une décision de sortie d'un syndicat de ce type nécessite des autorisations. Elles sont administratives. On connaît le regard appuyé de notre administration sur des demandes de ce type. On ne joue pas gagnant d'avance, mais ça se négocie avec force et détermination. Et d'ailleurs, ça sera aussi le rapport de force qu'on imprimera ce soir. Est-ce que l'intercommunalité aura un sens collectif avec les garanties d'un service continu au moins jusqu'en 2025-2026 pour ne pas desservir les communes membres déjà? Si on est collectif, on est toujours plus fort. Chacun sera devant ses responsabilités ce soir, mais à savoir que surtout, il y a déjà essentiellement 6 communes, je les ai citées tout à l'heure, qui sont concernées parce qu'elles continuent à payer. Elles continuent à payer. Il va falloir aussi étudier le coût de la sortie et le financement du service. En cas de retrait de la CCCE du SMITU, la capacité de la CCCE à pouvoir prélever un versement transport majoré, c'est toutes les difficultés sur lesquelles on pourrait se prêter. J'en arrive à la fin parce que je pense avoir tout dit. En ajoutant que les recettes de ce versement majoré devront obligatoirement être complétées par le budget général pour assurer à minima la continuité du service pour les 6 communes actuellement membres du service. Je pense que vous avez un exposé et vous avez pu en prendre connaissance. La réunion des maires a également servi à ça. Je tiens à vous dire que oui, il est logique qu'on soit plus qu'agacé par une forme d'ignorance qui s'est prononcée au fur et à mesure des années. Vous êtes tous des bons gestionnaires du portefeuille et vous voyez tous les difficultés qu'il y a aujourd'hui à additionner des chiffres positifs, et je crois que la rentrée sera encore plus difficile. Les questions sont simples. On a des armes et on garantit aujourd'hui une continuité du service pour les 6 autres communes. L'autorité préfectorale sera amenée à prendre une décision. Le vote du conseil communautaire aura aussi un écho chez nos partenaires qui vont sans doute se décider peut-être à prêter une attention. La décision de ce soir, elle est importante pour notre avenir, pour l'avenir de nos populations, pour une régularité du service, pour une qualité de service. Et je pense que, sincèrement, je le dis aussi, il faut arrêter de se prendre pour des talibans du transport en commun, etc. La voiture doit garder une importance, il faut avoir le courage de le dire. Il faut arrêter aussi de punir continuellement ceux qui ont des intentions. Et on ne vit pas en ville, en milieu urbain, comme on vit à la campagne, en milieu rural ou semi-rural. On ne va pas à l'hôpital de la même manière. Celui qui est confronté aujourd'hui à sortir un malade de l'hôpital, il va comment à l'hôpital? Il va mettre le malade dans le bus. Qu'on soit un peu intelligent, qu'on soit harmonieux dans ses concepts et dans ses principes. Ça n'empêche pas l'évolution, la protection du monde, on y est tous attachés, et nous peut-être plus que d'autres. Parce que nous, on vit avec les problématiques de la campagne, les intérêts de la campagne, mais on a besoin de services pour nos enfants qui ont besoin de faire des études et pour les travailleurs frontaliers qui vont de l'autre côté de la frontière. Donc voilà le grand message aujourd'hui. J'en termine. La communauté de communes de Cattenom vous propose, et je laisserai à Michel Paquet le soin de terminer. Pardonnez-moi si j'ai été trop lent, et je serai disposé à répondre à quelques questions si nécessaire. Michel continuera sur quelques mots, parce que je pense qu'il est important qu'il confirme ou qu'il corrige ou qu'il atténue peut-être. J'en serais pas vexé, hein. J'en serais pas vexé. C'est un dossier lourd, c'est une décision importante. Moi, je crois qu'on n'a pas non plus vocation à être les dindons de la farce et ceux qui payons toujours et qui ne voyons pas d'amélioration de nos structures. Moi, je vous rappellerai que, par exemple, pour les travaux à la halte ferroviaire d'Étanges, qui s'élèvent avec la région à 6 millions d'euros,
La commune d'Étanges cherche à mandater un cabinet d'études pour trouver des voies de désengorgement, des arrivées pour faciliter l'accès à la halte ferroviaire qui se trouve en fait dans une impasse. On paye le cabinet d'études, on avance, il n'y a personne qui nous aide, le SMITU ne m'aide pas. Est-ce qu'on doit continuer à accepter pour nous de payer des ponts sur la Moselle et de ne rien avoir de notre côté? À un moment, je crois qu'on a le besoin de se faire entendre. On est des gens aussi fréquentables, intelligents, polis, cultivés. Politiquement, on a des idées, on les respecte. On a des considérations aussi pour nos habitants. On ne veut pas se laisser manger par les autres, mais on est toujours prêt à coopérer et ça, on le démontre. Et sur ce sujet de la mobilité, on a une voix à faire entendre. Notre population, j'en suis convaincu, et c'est le mot final, nous en aurait voulu si on n'avait pas cette détermination à défendre la mobilité sur notre territoire. Parce que la mobilité, ça appelle à beaucoup de choses. C'est l'implantation de familles, c'est l'éducation, c'est les soins, c'est aussi la possibilité à des gens d'habiter sur notre territoire parce que les terrains deviennent toujours plus chers et on s'éloigne toujours et on recentre. Et à la fin, on ne peut pas nous dire « ouais mais on congestionne toujours la ville, etc. mais on veut tout à la ville ». Partageons un peu. Il y a aujourd'hui sur notre territoire une image, c'est celle de la cigale et la fourmi. Il y a beaucoup de cigales qui chantent, soyons les fourmis travailleuses, et puis proposant quelque chose de très correct à nos populations, elles nous remercieront à la fin du mandat si on a réussi cette opération. Voilà le mot final de ma prise de parole. À toi Michel, et merci de m'avoir laissé ce sujet, parce que je suis sûr que les téléphones vont sonner, et je t'en remercie. Roland vous a annoncé à Michel, je vais laisser la parole à Michel Erga. Merci Roland pour cet exposé très détaillé. Moi je voudrais insister sur un point, c'est que la démarche qu'on vous propose, elle est constructive, elle n'est pas destructive. C'est-à-dire qu'il est important qu'on se saisisse, comme l'a dit Roland, des problématiques de mobilité dans les territoires ruraux. Le SMITU se concentre sur les problématiques de territoires plus urbains. Évidemment, les mobilités en centre urbain, dans le Thionvillois et dans le Val de Fensch, sont totalement différentes de ce qu'on a besoin dans le monde rural. Et il est important qu'on développe des solutions de mobilité rurale en complément de la mobilité urbaine du SMITU. Il n'est pas question de dire, c'est pas une guerre déclarée au SMITU. C'est simplement de dire, concentrez-vous sur vos problématiques de déplacement urbain. Elles sont légitimes, vous avez un gros travail à faire. Il y a un projet pharaonique de BHNS qui est sur les rails, dont on peut commencer à douter des capacités de financement, mais c'est un problème qui ne devrait pas nous concerner puisqu'il n'y a aucun effet sur nos territoires de ce projet-là. Par contre, on doit se saisir des problématiques de mobilité. Les populations l'attendent, nos jeunes attendent des solutions de mobilité sur les territoires ruraux, et il faut qu'on réfléchisse, comme l'a aussi dit Roland, à une échelle un peu plus vaste que le territoire de la CCE. Il n'est pas question de se renfermer sur nous-mêmes, il est question de s'ouvrir sur d'autres territoires qui ont des problématiques similaires pour pouvoir permettre une mobilité rurale intelligente et la mobilité du futur. C'est vers ça qu'on vous propose d'aller ce soir de façon totalement constructive et positive. Alors, est-ce que, et avant de reprendre la parole et de conclure ce dossier, est-ce que déjà certains ou certaines d'entre vous ont des questions? N'hésitez pas. Hein. Bon, écoutez, si vous n'avez pas de questions, et avant de passer au vote, je vais intervenir et je vais tâcher de le faire d'une manière très courte. Quand je regarde l'ordre du jour de ce soir, et notamment ce point, et je comprends parfaitement ce que disait Roland, en 14 ans de présidence, ça rentre dans le top 5 des décisions sûrement les plus difficiles
que j'ai à partager et à faire voter par l'ensemble des conseillers communautaires que vous êtes ou pour certains que vous avez été. Et des fois, c'est notre mission, notre rôle n'est pas simple. Et dans ces moments-là, le mieux, c'est de faire quoi? C'est de se poser et se demander quelle est notre mission. Qu'attendent de nous les gens qui nous font confiance? Parce que quelque part, les petits 50 que nous sommes, nous représentons 30 000 habitants. Et donc ce soir, vous ici, à travers votre présence, votre voix, votre expression, nous allons décider de la mise en place d'une politique qui devra et qui va servir à ces 30 000 habitants. Alors, on n'a pas toujours toutes les projections. C'est vrai, c'est des dossiers qui sont très compliqués, qui sont compliqués politiquement. Et Roland, en étant par exemple dans les deux instances et dans l'exécutif des deux instances, c'est pas simple. De la même manière que par moments, c'est pas simple pour moi, en tant que maire de Zoufguen et président de la communauté de communes, de m'assurer que la décision que j'ai prise, est-ce que voilà, elle va peut-être, l'intérêt communautaire va peut-être un peu à l'encontre de l'intérêt des Zoufguenois. Et donc, quand c'est comme ça, eh ben, je me pose et je me dis, c'est quoi ma mission? Et donc, notre mission aujourd'hui, il y a un an, lorsque nous avons pris la compétence mobilité, c'était pour répondre à ce que Michel Arga a dit, ce que Roland a dit, à l'attente de nos habitants, à l'attente de nos jeunes. Aujourd'hui, notre territoire urbain, semi-rural, est pauvre de modes de déplacement. Si mon ami Sisto n'a pas de voiture et veut aller à une pharmacie, ben, c'est la croix et la bannière. La même chose pour un habitant pour un habitant de Zoufguen, pour un habitant de Évranges et autres. Si les enfants de X ou de Y veulent aller voir leurs copains, et d'ailleurs c'est du vécu, lorsque j'ai rencontré les collégiens il y a 10 jours, certains me disaient, mais attendez, monsieur, moi, j'habite Cattenom, pour aller voir mes amis à Rodemack, eh ben c'est compliqué. Ou pour aller rien qu'à la piscine. Parce que c'est les vacances scolaires, mes parents travaillent, c'est compliqué. Et donc nous sommes confrontés à ce choix-là, ce soir, où les attentes sont fortes. Où en tant qu'élus, parce que nous sommes au contact de nos populations, nous savons que ces attentes sont fortes. Alors je dirais oui, nous ne maîtrisons pas forcément ce qui va se passer à 1 an, à 2 ans. Mais ce soir, c'est le temps de la délibération et de la prise de position. Nous l'avons fait dans le passé sur des politiques comme la collecte des OM. C'était simple avant. On payait, on a de l'argent à Cattenom. On payait, on faisait des marchés. Il y en avait une entreprise qui répondait, puis au bout de 3 ans, à chaque fois, on se prenait 30%. Et ça n'arrêtait pas. Puis la qualité du service était de plus en plus limite. Et les élus communautaires ont pris une décision importante. C'était de prendre cette compétence. Et du coup, on a été à l'écoute des gens. On a peut-être corrigé des choses. On a essayé d'améliorer les choses. Mais aujourd'hui, je crois qu'avec le recul, il n'y a personne qui a quelque chose à dire sur le service de la collecte des OM, du tri qui a été mis en place et qui a été accompagné par les différents vice-présidents en charge de ces politiques. Et donc ce soir, si vous décidez, si on décide
de sortir du SMITU, ça ne va pas être simple demain. Demain, on va devoir avancer un peu par tâtonnement. On va essayer de mettre un peu des services à la demande, des choses et autres en place. On n'aura peut-être pas tout bon tout de suite. Mais en tous les cas, le lien avec nos habitants sera très rapide. Et on pourra toujours réajuster les choses. Par contre, à mon sens, faire le choix de rester au SMITU va contribuer à ce que, à la fois, on perde la main sur la mise en place de ces services, parce que forcément, on sera au sein de ce grand syndicat, qu'en matière de présence politique et eu au regard du nombre de délégués que nous aurons au sein de ce syndicat, nous ne pourrons pas influencer les choses. Si à un moment donné on dit on va mettre une ligne de bus ou on va faire du transport à la demande là et là, c'est pas sûr que ça soit leur priorité. Leur priorité aujourd'hui, comme l'a rappelé Roland, c'est d'aménager les secteurs des deux agglos et je peux l'entendre. Seulement nos attentes de nos habitants, aujourd'hui nous on n'est pas, nos habitants ne sont pas à vouloir un bus à haut niveau de service, ils veulent juste un bus. Peu importe comment il est le bus, que si c'est un minibus ou si c'est un bus de 50 places, peu importe. Ils veulent un bus qui puisse les emmener vers Étangerande faire des courses au match. Ils veulent un bus qui puisse les emmener à la pharmacie à Rodemack ou à la pharmacie à Cattenom ou à la pharmacie à Étanges ou à Volmerange-les-Mines. Ils veulent des bus, des moyens de transport qui vont emmener des gens vers les endroits où se trouvent les médecins. Puis nos gamins et leurs parents veulent des bus qui les emmènent vers les gymnases, vers les clubs de sport. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce choix, c'est ça. Et comme le disait Michel, et je terminerai là-dessus, quand je suis devenu président, il y a 14 ans, beaucoup de reproches de l'extérieur étaient de faire que la CCE vivait en autarcie. On était des riches qui avions du pognon, si je peux m'exprimer comme ça. J'ai passé un certain nombre d'années avec le soutien et l'appui des conseillers communautaires au fait qu'on s'ouvre. Et on a intégré le G6, on a intégré les réflexions sur l'abattoir, on a intégré les réflexions sur le Cidélon et autres. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas que cette décision soit interprétée comme une volonté de se replier sur nous. Non. On va rester ouvert vers les autres. On va peut-être changer d'interlocuteur parce qu'il faut qu'on s'ouvre, mais vers les gens qui ont les mêmes problématiques que nous. Et si jusqu'à présent, ils n'ont pas été cités, moi, je ne vais pas hésiter à le faire. Il faut qu'on se tourne vers nos voisins, les communautés de communes. Ils sont dans les mêmes problématiques que nous. Les problématiques des communautés d'agglomération, c'est des problématiques de ville. Les problématiques de communautés de communes, c'est les problématiques du monde rural. Et si demain, on doit travailler, on doit coopérer, en tous les cas, c'est ce que je souhaite, et c'est ce que Roland souhaite, c'est ce que Michel souhaite, et c'est ce que l'ensemble des gens qui ont travaillé sur ce dossier-là pensent et souhaitent, c'est qu'on ne se referme pas. Non, on s'ouvre, mais on travaille avec des gens qui ont les mêmes problématiques. Donc oui, ce soir, et je dirais dans 10 secondes, je vais vous demander votre positionnement sur ce dossier. La question étant, souhaitez-vous que l'on quitte le SMITU afin de maîtriser la mise en œuvre de notre service de mobilité au sein de notre EPCI et de coopérer et de regarder comment peut-on coopérer avec les communautés de communes qui nous entourent et qui ont les mêmes problématiques que nous. Voilà la question à laquelle
nous devons répondre maintenant. Donc si vous le voulez bien, pour cela, nous allons passer au vote. Qui est contre la sortie du SMITU? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je pense que le chemin va être un peu compliqué au départ, mais nous avons pris et nous avons eu le courage politique de prendre la décision qui nous semblait la plus adéquate aux attentes de nos populations. Merci à vous pour ce positionnement qui n'est pas simple. Alors pour être juste, j'ai en ma possession un certain nombre de procurations. J'aurais dû le dire. Moi je le dis quand je veux, tiens, voilà. Donc j'ai M. Schmitt qui a donné procuration à M. Cocuit. J'ai Mme Nenich qui a donné procuration à M. Goult. J'ai Mme Acker qui a donné procuration à M. Fadi. J'ai M. Bord qui a donné procuration à Mme Langmar. J'ai M. Parpet qui a donné procuration à Mme Contreras. J'ai M. Mathieu Bertrand qui a donné procuration à Michel Erga. J'ai Aliette Février qui a donné procuration à Michel Erga, d'où le fait qu'on pouvait encore ce soir en avoir deux. M. Dorchy qui a donné procuration à M. Zener. Rachel Zirovnik, qui est présente, ne me donne plus procuration. Madame Dacosta a donné procuration à M. Benoît Steinmetz. Monsieur L. Régis a donné procuration à Madame Galina et Madame Colère Christine a donné procuration à votre serviteur. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, et je crois que Roland, c'est encore toi qui as un point. En tous les cas, merci pour ce travail, pour ce courage politique, et merci aux services qui t'entourent et t'accompagnent dans cette politique de mise en œuvre de mobilité. Merci. Mes problèmes commencent. Oui, point suivant. Un petit mot complémentaire avant d'aborder, mais qui est en liaison. Je tiens à vous dire, pour beaucoup m'intéresser à ces problèmes de mobilité, on est sur une révolution du transport. Et il faut l'aborder avec toutes les forces. La révolution est là, à nos portes. C'est les motorisations, on n'oublie pas l'hydrogène, c'est le choix du moteur électrique, etc., les bornes, les équipements. Le véhicule autonome arrive également, et le véhicule collectif autonome arrive aujourd'hui également, et aujourd'hui ça coûte 250 000, 300 000 euros. Donc sur des bassins de population comme les nôtres, il y a des axes de travail vraiment forts pour apporter ce service supplémentaire. Et donc je fais la liaison avec le schéma directeur cyclable de la CCCE et l'adoption d'un règlement de mise en œuvre. Je ne voudrais pas avoir l'outrecuidance de le lire et de vous l'imposer. On en a suffisamment parlé, mais tout cela a été discuté lors de la séance du 12 avril 2022, où le Conseil communautaire avait adopté à l'unanimité le principe. Le réseau est structuré entre un réseau d'armature principalement orienté du nord-sud et le long des grands axes routiers, et il est complété par des itinéraires qui permettent de relier l'ensemble des communes de notre territoire. C'est une stratégie également qu'on développe sur la durée, puisqu'elle va au-delà de 10 ans avec une visibilité 15 ans. On est dans le caractère de la loi L'Homme qui va à l'horizon 2034-2036. Et surtout, c'est normal d'être en évolution. Je le dis souvent, parce que l'aspect de nos communes change. Donc les services changent et les besoins changent également par le biais de nos PLU. Donc vous avez pu prendre connaissance de tous ces éléments et je laisse à Michel Paquet le soin de demander au Conseil communautaire, parce que c'est le président qui doit le faire, le principe, à moins qu'il y ait des questions, mais le principe d'approuver. Est-ce que vous avez des questions sur ce règlement? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Roland. Je passe la parole à Bernard Zener.
va vous parler de 2 décisions modificatives. Ah, j'ai pas allumé le bon micro. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai 2 décisions modificatives à prendre qui, je pense que dans vos communes, c'est pareil. En fait, c'est lié à la facture d'énergie qui s'envole. Donc, cette première décision modificative concerne le budget principal pour l'exercice 2022. Donc, il faut réajuster en tout cas les crédits qu'on avait déjà délibérés auparavant par cette décision modificative. Donc, vous avez le détail dans l'ensemble des tableaux, je ne vais pas tous les lire. La décision modificative donc, du budget principal numéro 1, elle s'équilibre en dépenses et en recettes en section de fonctionnement à hauteur de 301 845 € et à hauteur de 709 500 € en section d'investissement. Donc pour la section de fonctionnement, c'est l'inscription de crédits supplémentaires afin d'augmenter principalement les dépenses liées à l'énergie, au regard de la conjoncture économique, électricité et carburant, et de réajuster le montant de la cotisation du SMITU, on vient d'en parler, et de réajuster le montant des petites fournitures et de réparations liées à l'entretien des bâtiments communautaires, et des inscriptions de crédits à la baisse, notamment sur le réajustement du chapitre dépenses imprévues et du chapitre 65, subventions aux associations. Au niveau des recettes, c'est des inscriptions de recettes qui proviennent principalement de la régulation des attributions de compensation au titre de l'année 2021 et du réajustement des montants de la dotation intercommunale et du montant des produits exceptionnels, indemnités de sinistre, subventions, et des inscriptions de recettes à la baisse liées à la fin de bail d'une cellule à la maison des entreprises du district, qu'on appelle la MED. En section d'investissement, les dépenses sont des inscriptions de crédits supplémentaires liées à l'achat de terrain pour la ZAC Vital Park et à la réalisation de divers travaux sur les bâtiments, aménagement d'un espace de stockage au CTE, plus-value pour les travaux d'extension du multi-accueil de Volmange-les-Mines, à l'infrastructure informatique et aux travaux de voirie réalisés en maîtrise d'ouvrage déléguée, qu'on appelle MOD, et des inscriptions de crédit à la baisse, avec notamment le rajustement du chapitre dépenses imprévues. En recettes, ces inscriptions et recettes supplémentaires en mode pour les travaux de voirie, avec des ajustements de postes budgétaires au chapitre 40, sans incidence sur la section. Donc, considérant ces exposés, après avis favorable du bureau communautaire du 14 juin, il est proposé au conseil communautaire d'approuver la ventilation telle que présentée, d'approuver la décision modificative numéro 1, qui modifie les comptes du budget principal pour l'année 2022 telle qu'annoncée, et d'autoriser le président ou son représentant à effectuer toute démarche et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette DM ? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Bernard. Le point 9 concerne encore une décision modificative sur le budget annexe assainissement collectif, exercice 2022. Donc, vu les délibérations et vu aussi les lieux de procéder à l'ajustement des crédits votés au titre de l'année 2022. Donc, vous avez le détail en section de fonctionnement, en dépenses et en recettes, qui sont effectivement équilibrés à 144 990 €. Donc les sections de fonctionnement, toujours le problème de dépenses d'énergie. On a dépensé 91% des crédits demandés et les réajustements des dépenses d'entretien des stations d'épuration avec le réajustement du montant du reversement à la redevance de modernisation à l'agence de l'eau. Avec en recettes des inscriptions de recettes supplémentaires provenant pour l'essentiel de la participation pour le financement de l'assainissement collectif et dans une moindre mesure du rajustement du montant de la redevance modernisation et de remboursement liés à des indemnités de sinistre. Et pour la section d'investissement, c'est des réajustements de différents postes, aussi bien en recettes qu'en dépenses. Donc après avis favorable du bureau communautaire du 14 juin, il vous est proposé d'approuver la ventilation telle que présentée, d'approuver la décision modificative numéro 1 pour les comptes du budget annexe assainissement pour l'année 2022 telle qu'énoncée et d'autoriser le président ou son représentant à effectuer toute démarche et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions sur cette DM? Pas de questions. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais passer la parole à Rachel. Non, mais il faut que tu appuies sur le petit bouton. Voilà. Pas si tu le faisais toi. Merci. Merci Président. Bonsoir à toutes et à tous. Donc l'objet dit déjà
résume déjà un petit peu tout concernant cette délibération. Donc, taxe de séjour communautaire avec intégration des communes de Cons-les-Bains et de Haute-Cons à compter du 1er janvier 2023. Donc, je vous fais grâce de tous les vus. L'objet de cette délib ce soir, c'est en fait suite à l'intégration au 1er janvier 2022 des communes de Cons-les-Bains et de Haute-Cons. Donc, on va prendre la décision d'appliquer aux hébergeurs de ces deux communes la même taxe de séjour que celle qui est perçue pour les autres communes déjà membres de la communauté de communes. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Depuis janvier 2019, il faut savoir que tout ce qui est plateforme de type Booking, Airbnb, etc., c'est prélevé directement. Sitlor, notre base de données pour le tourisme, a recensé les hébergements à Cons-les-Bains qui vont être et Haute-Cons qui vont être concernés. Il y en a 8 qui sont concernés. Et vous avez pu voir également que au niveau des tarifs qui sont appliqués actuellement sur le territoire de la CCCE, on est largement en dessous à la fois de la moyenne nationale et de la moyenne nationale. Donc je peux déjà vous annoncer plus ou moins sans surprise que la commission on va travailler encore sur peut-être un équilibrage de ces taxes et ce sera à ce moment-là applicable que en 2024. Voilà ce que je peux vous dire. Donc ce qui vous est proposé ce soir, c'est de fixer les modalités et les tarifs de la taxe de séjour qui seront appliqués à compter du 1er janvier 2023 sur l'ensemble du territoire de la CCCE comme expliqué, et également d'autoriser le président ou son représentant à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de cette délibération. Merci. Voilà, merci Rachel. Donc, vous l'avez bien compris, c'est simplement d'uniformiser ce qui est en vigueur dans les 20 communes de la communauté de communes et de reproduire ça sur les communes de Cons et de Haute-Cons. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je passe la parole à Michel Erga. Merci Président. Le point suivant concerne la ZAC d'Étanges-Grande. Dans le cadre de la création de cette ZAC, une convention avait été passée avec l'EPF-GE pour l'achat et le portage foncier de tous les espaces nécessaires à la réalisation de cette ZAC. Suite aux différents échanges et suite au dépôt des différentes autorisations d'urbanisme, le périmètre urbanisable de la ZAC est maintenant figé et il reste un certain nombre de terrains à propriété de l'EPF-GE qui ont été fléchés comme des mesures environnementales compensatoires liées à l'artificialisation d'un certain nombre de mètres carrés dans la ZAC. Ce qui vous est proposé ce soir, c'est que la communauté de communes rachète, comme cela a été prévu par la Convention, les terrains à l'EPF-GE et ensuite en garantissent l'utilisation future conformément aux engagements pris auprès des services de l'État et de la police de l'eau. Ça représente un achat pour la communauté de communes de 555 114,66 €, sachant que de toute façon, par convention, on était amené à le faire. La seule possibilité alternative aurait été d'étaler cet achat sur plusieurs années, mais on ne voit pas tellement la nécessité de continuer à payer des intérêts à l'EPF-GE, alors qu'on a la possibilité de racheter en une fois les terrains et ensuite d'en avoir la maîtrise foncière immédiatement. Michel, je te remercie pour cette présentation. Je vais en profiter pour saluer nos amis internautes qui vont regarder l'enregistrement de ce conseil communautaire et derrière les manettes, saluer M. Zimmer. Donc pour ceux qui pourraient se demander ce que c'est l'EPF-GE, c'est donc la nouvelle version de ce qui était l'EPFL, c'est-à-dire l'établissement public foncier de Lorraine, qui dans le cadre de la fusion des régions est devenu l'établissement foncier public du Grand Est. Voilà. Et comment ? Ouais, c'est du Grand Est quand même. Et donc, voilà, je crois que des fois, c'est vrai que si nous, on vit dans notre monde où on prend des raccourcis, je crois qu'il faut qu'on pense aussi à ceux qui nous écoutent
et qui ne maîtrisent pas tous ces noms. Donc il est vrai qu'à un moment donné, c'était l'EPFL à l'époque qui avait acheté un certain nombre de ces terrains, et aujourd'hui, dans le cadre de la Convention, on avait un laps de temps pour les racheter. Chose qui vous est proposée dans ce rapport. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Michel. Ouais, le point suivant, c'est un peu le corollaire, c'est-à-dire que lors du contrat de concession d'aménagement de la ZAC avec la SODEVAM, l'intégralité du périmètre était considérée comme aménageable. Encore une fois, après tous les échanges avec les services de l'État et de la police de l'eau, il s'est avéré qu'il fallait avoir des mesures compensatoires. Donc, ce qui est proposé sur la délibération de ce soir, c'est de constater dans l'avenant la répartition entre les terrains urbanisables et les terrains affectés aux mesures compensatoires environnementales. Voilà, c'est juste une mise à jour de l'avenant qui prend en compte la situation réelle de l'aménagement de la ZAC des Tanges-Grandes à l'instant T. Et puis, c'était également une des remarques de la CRC, hein, la Chambre régionale des comptes. Donc là, c'est une mise en conformité également de la remarque de la Chambre régionale des comptes. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Michel, si je ne me trompe pas, il te reste encore un point. Oui. Le point suivant, c'est l'avenant à la convention avec la région Grand Est. En fait, cet avenant nous permet de prolonger le dispositif d'ACE à CEA, des aides communautaires aux entreprises. C'est-à-dire que c'est la région Grand Est qui a la compétence, donc on peut délivrer ces aides sous couvert d'une convention avec elle. Cette convention est échue au 31 décembre 2021. Ce qui vous est proposé ce soir, c'est de la prolonger de mémoire jusqu'en 2026. Je pense que c'est ça. C'est jusqu'au 31 décembre 2026, de façon à pouvoir continuer notre politique d'aide communautaire aux entreprises et aux entreprises agricoles telles qu'elles ont été définies jusqu'à maintenant. Ça ne nous empêchera pas d'avoir d'éventuelles modifications du règlement d'attribution des aides tel que la Commission est en train de travailler. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Pas de questions. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et enfin, Michel, tu vas conclure avec un dossier qui est important, mais dont on avait déjà parlé. Oui. Le pôle agroalimentaire. Oui, il s'agit en fait d'apporter sur le compte courant d'associés le montant de 473 000 € qui évitera d'avoir recours là aussi à l'emprunt bancaire, c'est-à-dire que c'est la communauté de communes qui va mettre à disposition des fonds pour la création de cet abattoir. Et ça permet de limiter l'appel à l'emprunt. Il y a une contribution, donc on a déjà des parts. Là, on fait un apport en compte courant d'associés qui est remboursable selon des modalités qui restent encore à définir, si je ne me trompe pas, dans le détail. Non, c'est défini. C'est défini. C'est dans la convention qui a été jointe. Donc c'est un remboursement en rachat d'actions ou Exactement. C'est ça. Voilà, c'est... moi, je suis ravi de vous proposer ce rapport là en même temps que celui du SMITU, parce que c'est aussi une de nos diversités, un territoire rural proche des producteurs locaux. On est le seul EPCI qui a décidé d'amener une subvention supplémentaire de manière à ce que l'abattoir, le pôle agroalimentaire, ne soit pas obligé d'emprunter autant. Et donc, si les autres peuvent comprendre qu'on a une diversité dans ce domaine, ils doivent aussi comprendre que dans d'autres domaines, on a également des diversités. Voilà. En tous les cas, il nous faut maintenant voter sur ce point. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Oui. Alors, ça représente de mémoire, 10-12%. On est sur un projet à 3 millions d'euros, entre 3 millions et 4 millions d'euros.
mais on a déjà emmené autre chose. Ça, on le rajoute en plus. Et les autres PCI avaient été saisis parce que l'idée, c'était à un moment donné, au lieu de faire un emprunt et de se poser la question s'il y a 9 PCI, on n'arrivait pas à mettre 2 millions sur la table, ou 3 millions, je ne sais plus de mémoire. Bon. Eh bien, tous les autres, les 8 autres ont dit non. Nous, on a été au bout de la chose, et je peux vous assurer que lors des réunions de l'abattoir, les agriculteurs, en tous les cas, sont reconnaissants de cet apport-là, parce que, indirectement, ça va écourter les remboursements et les intérêts. Voilà. Qui est contre? S'il n'y a pas d'autres questions, qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Michel pour ces présentations de ces 4 rapports. Marie-Marthe. Merci. Donc l'un des 3 points qui m'incombe, le premier d'entre eux concerne l'attribution de fonds de concours au titre de la transition énergétique. Et ce dossier est présenté par la commune de Volmerange-les-Mines pour le remplacement de l'éclairage du gymnase par des LED. Donc le montant du projet total est de 6 700 € hors taxe. Donc pour un montant subventionnable, enfin une subvention demandée de 40%, c'est-à-dire 2 680 €, soit un autofinancement de 4 020 €. Donc ça rentre tout à fait dans les clous du dossier, enfin, du fonds de concours transition énergétique. Donc je vous rappelle qu'il est subventionnable à hauteur de 40% d'un montant plafonné à 60 000 €. Et ce dossier, bien sûr, est complet, répond aux conditions d'éligibilité, ce qui me permet de vous proposer au vote. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Marie-Marthe. Alors, je vais vous présenter le rapport sur la qualité et le prix du service des déchets. Je vais essayer vous l'avez tous certainement lu entièrement, donc je vous en donne quelques points marquants, notamment le tonnage, qui au total correspond à 16 932 tonnes et qui a augmenté de 3%, donc on n'est pas encore sur la bonne voie. Ce qui, bien sûr, ce tonnage total, on peut le dispatcher, si vous voulez. Ce qui reste un élément important, c'est les ordures ménagères résiduelles, donc à hauteur de 6 425 tonnes. Et on peut remarquer que malgré les campagnes de communication, les campagnes locales et nationales, eh bien, on reste stable. Si on regarde les chiffres entre 2017 et 2021. Donc, je vous avais dit lors de la présentation du rapport de l'année dernière que l'année 2020 n'était pas une année référence et pour cause de confinement. Mais voilà, sur 5 ans, on ne peut pas dire qu'on ait fait de gros progrès puisque la production de déchets, donc d'ordures ménagères résiduelles par habitant, stagne aux alentours de 245 kg par habitant. Donc c'est vraiment très important. Il est en projet, bien évidemment, de travailler sur les biodéchets, puisque ça sera obligatoire au 1er janvier 2024. Et c'est certainement la source d'une diminution importante, c'est que les biodéchets représentent 30% au moins de nos ordures ménagères résiduelles. Donc la Commission y travaille et voilà, il y a fort à faire dans ce domaine, mais c'est probablement ce qui nous permettra de décrocher vraiment en termes de production par habitant. Alors dans le total des ordures collectées, il y a également le tri, bien sûr. Alors là, par contre, il y a eu une réelle amélioration, puisqu'on a augmenté de 25% le tri collecté depuis l'extension des consignes de tri. Alors là encore, en prenant comme référence l'année 2019, puisque l'extension de ces consignes de tri a été mise en place au 1er septembre 2020. Donc 2021 est bien une année complète de tri. On avait déjà pu observer une augmentation en 2020, mais en 2021, il y a eu donc 25% d'augmentation. Et là, je crois que tous nos habitants nous font bien remonter le fait qu'avec l'extension des consignes de tri, eh bien, ils sortent les poubelles beaucoup moins souvent.
Donc ça, c'est un vrai plus. Je ne reviendrai pas sur le ramassage de verre et papier, ça c'est habituel, il n'y a pas eu de grandes modifications. Pour les biodéchets, le seul élément qui est déjà en place et qui se poursuit bien évidemment, c'est la mise en place de composteurs. Composteurs classiques en bois ou en plastique ou lombricomposteurs. On délivre à peu près 13 à 14 composteurs par mois. Pour les lombricomposteurs, il y a eu, je dirais, un boost en 2020, enfin c'était les actions 2019 qui avaient porté grâce à la conviction de notre ambassadeur du tri, Nicolas Bruot. Depuis, je dois dire que ça a un peu stagné. Par exemple, il y en a eu 3 seulement en 2021. Et là, on peut se dire qu'il y a certainement une grande communication à faire à ce sujet. Concernant les déchetteries, le total des déchets de déchetterie qui sont ramassés par le Cidélon, c'est 8000 tonnes et 3600 tonnes par la CCCE pour des filières qui n'existent pas dans le Cidélon, telles que les huisseries, l'écomobilier, les pneus, le polystyrène, les D3E. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à souligner et qui fait aussi toute la qualité de nos déchetteries. Concernant le coût du service collecte, on est à 98 € hors taxe par habitant, qui est exactement le coût national. Bon, là, il y aura on a certainement aussi encore des marges de manœuvre. Les recettes ont augmenté de 226 292 €, et là, c'est dû à la fois aux repreneurs et aux éco-entreprises qui donc soutiennent la collecte et le retraitement de certains déchets. Voilà, je pense que j'ai été synthétique. Et je remercie bien évidemment les services qui, surtout Eric et Mathieu, qui ont produit et affiné ce rapport. C'est toujours un moment fastidieux. Merci Marie-Marthe pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Il n'y a pas de questions, donc il n'y a pas de vote, hein, c'est un don d'acte. Le point suivant est en lien direct avec le Cidélon. Je vais quitter la salle. Je vais placer le conseil communautaire sous la présidence de Roland et laisser Marie-Marthe présenter ce point. Vous comprendrez bien qu'en étant ordonnateur au Cidélon, je n'ai pas envie d'être ici dans la discussion, et comme ça vous pourrez tous vous exprimer librement. Alors ce point concerne le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, donc de son petit nom, PLPDMA. Et on va vous proposer le transfert partiel de la compétence au Cidélon. Alors en fait, ce programme de prévention est donc obligatoire pour les collectivités responsables de collecte ou du traitement des déchets ménagers. Et un programme de ce type avait donc été adopté par le comité syndical du Cidélon en 2017, mais ce programme est arrivé à échéance le 30 juin 2020. Donc le Cidélon s'apprêtait à reprendre un nouveau programme, mais ça n'a pas été l'avis de la Chambre régionale des comptes qui a estimé que c'était du ressort des EPCI membres, mais pas du Cidélon, que le Cidélon n'avait pas cette compétence. Donc, or, le Cidélon avait été le coordinateur de ce programme, ce qui est bien logique et en accord avec les communes membres et les EPCI membres. Et donc, il est proposé qu'on transfère partiellement cette compétence, donc dans l'élaboration de ce programme, au Cidélon. Voilà. Roland, je te laisse. Il y a peut-être des questions. Vous n'avez pas de questions? Merci, Monsieur Ozon. Écoutez, le président m'a demandé de gagner un peu de temps. Comme je suis un parfait collaborateur, vous n'avez vraiment pas de questions? Vous êtes pressé d'aller... Bon, bah... Non, on va passer au vote, Marie-Marthe. Donc, il est demandé au Conseil communautaire de donner son accord au transfert partiel de la compétence prévention en matière de déchets et d'autoriser le président ou son représentant à signer la notification relative à ce fonds de concours
et à accomplir toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, unanimité. Michel, tu peux revenir. Donc logiquement, ce point est voté. Voilà. Le point suivant, et en l'absence de Denis Bord, que je tiens à excuser. Ah, il y a Benoît. Pardon, Benoît. À toi, la parole. Tu es sur quel micro? Voilà. Merci, Président. Comme chaque année, des rapports ont été établis sur l'assainissement collectif et sur l'assainissement non collectif, avec un ensemble d'informations sur l'année, mais aussi une prospective sur l'année à venir. Ces rapports que vous avez annexés ont été présentés à la Commission le 19 mai 2022 et au bureau communautaire le 14 juin 2022. Et dans les deux cas, ils ont donc reçu un avis favorable. Ces rapports, et je le dis aussi, qui sont établis en étroite liaison avec les services. Et c'est vrai qu'il est important de les remercier et de souligner le travail qui a été effectué. Et là aussi, pas de vote. Il est simplement demandé, Monsieur le Président, de prendre acte de ces rapports. Est-ce que vous avez des questions? Je vous remercie. Donc, en l'absence de Denis Bord, et que je tiens à excuser, je vais vous présenter le point 19 qui concerne la signature de la convention pour un projet de territoire intelligent sur l'espace Nord-Lorrain. Vous savez qu'au départ, la CPHVA et ensuite Metz Métropole se sont portés un peu comme les fers de lance de pouvoir mettre en place des systèmes de gestion et notamment sur des données environnementales, la gestion des déchets, l'éclairage public, les mobilités et la vidéoprotection en matière de territoire intelligent. Donc ce qui vous est proposé ce soir, c'est d'adhérer à ce groupe de réflexion. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant étant un point divers, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Pas de prise de parole. Un petit mot. Pardon, c'est la conclusion, mais je m'en voudrais de ne pas en parler de nouveau. Ça sera bref, c'est celui des gens du voyage. Alors les gens du voyage, avant nous avions une saisonnalité et c'était quelque chose de ponctuel. Cette année, de nouveau, sur notre territoire, ils ont impacté beaucoup de communes. Ce qui me déçoit toujours, c'est que par rapport aux autres communes, c'est qu'une commune qui est en règle comme étant grande avec la loi du 5 juillet 2000 sur les critères de la loi Besson, qui est claire, qui est précise, qui dit que toute commune qui a comme équipement une aire des gens du voyage ne doit pas connaître la double peine. Mais on connaît la double peine quand même. Ce qui n'encourage pas honnêtement à faire un contrat de confiance comme chez Darty avec l'État. Parce qu'on voit bien qu'une loi votée en 2000 n'est pas respectée en 2022. Sur notre territoire, cette année, plusieurs communes ont été touchées, impactées, et ce n'est pas porté outrage aux gens du voyage qui ont une carte d'identité, qui ont des enfants, qui ont... Mais quand même, le rôle des deux grandes agglomérations de ce côté-là ne répond pas aux besoins et surtout aux obligations. Des années après, malgré tous les comités, malgré tous les nouvelles entités qu'on crée,
ne répondent pas à l'obligation d'une aire de grand passage. Alors il serait souhaitable peut-être que l'État se fasse respecter de ce côté-là et que les communes comme Étanges Grande ne subissent pas la double peine, puisque dimanche j'ai vu encore une arrivée d'une vingtaine de caravanes près du stade de la Forêt à Zottrich. J'ai rédigé une demande d'invitation à partir. On ne parle jamais, vous savez, en France on parle bien, le vocabulaire permet d'avoir, c'est un vocabulaire élaboré, il y a 35 000 mots, et donc c'est riche, c'est une invitation à quitter les lieux. Donc j'ai produit ce document, mais c'est d'autant plus vexant que la communauté de communes qui a la compétence de l'aire des gens du voyage attend depuis 2 ans une réponse de l'État pour nous permettre et nous autoriser à faire une aire plus importante sur le territoire de la ville d'Étanges. Je ne fais pas de provocation, Étanges n'a pas non plus vocation à prendre ce que d'autres ne voudraient pas. Mais on veut bien la garder, mais à condition de la changer de place. Je vous promets, hein, soyez-en conscients, vous êtes 21 ici, les problèmes d'une commune comme Étanges sont réels. Les problèmes d'une commune comme Étanges Grande face à cette situation sont doubles, avec une aire officielle qui se trouve à l'heure actuelle et qui est mal placée à côté du cimetière d'Étanges Grande et que nous souhaitons déplacer, mais nous n'avons pas la réponse de l'État, et de l'autre côté du stationnement illicite alors que nous sommes en règle avec la loi. Allez trouver la bonne réponse. Alors ce refrain-là, vous l'avez souvent entendu, mais on est obligé de le répéter encore, parce qu'il n'est pas normal que Rodemack en souffre alors qu'il y a un parking qui est dirigé et qui est désigné pour le tourisme. Il n'est pas normal que Putelange connaisse le problème sur son stade de foot. Il n'était pas plus normal que Cattenom en subisse les conséquences de son côté, ou que Volmerange connaisse les problèmes sur sa zone d'activité également. Et que Entrange, en frontière avec Étanges, subissent également les problèmes ailleurs. On est tous des gens bienveillants, très tolérants, mais il est inconcevable que l'État qui nous demande tellement d'obligations à nous avec des réponses avant telle et telle date ne respecte pas ses obligations et que Étanges Grande subisse la double peine. Maintenant, si dans cette assemblée une commune se porte volontaire, je veux bien faire preuve d'une force de persuasion et on pourrait continuer la discussion autour. Je vous promets, je suis quelqu'un de fréquentable, j'utiliserai tous les arguments, mais je suis sûr que vous ne m'écouterez pas et que vous comprendrez la problématique d'Étanges Grande et des autres communes qui ont subi ce véritable problème qu'on connaît maintenant tout au long de l'année. Alors, ce problème, forcément, il sera abordé avec le préfet le 6 juillet. Hein, c'est un problème récurrent. Là, Rodemack l'a vécu à 2 jours ou 3 jours de la grande fête médiévale, à nouveau. Voilà. Donc, ce problème va être abordé avec le préfet, mais il est vrai que l'État, depuis maintenant 2-3 ans, avait dessiné 2 ou 3 endroits où devait se faire la grande aire d'accueil des gens du voyage et sur le territoire des 2 agglos. Alors c'est vrai que des fois, l'État sait obliger des choses et des fois, elle reste très passif. En tous les cas, nous allons demander au préfet ce qu'il en est sur ce dossier. S'il n'y a plus d'autres interventions, eh bien, je vous invite, ainsi que le personnel, à nous retrouver à l'extérieur, à l'arrière du bâtiment, pour partager un moment de convivialité.